du sondage. Et je voudrais remercier la rapporteure parce que nous avons déjà beaucoup échangé sur ce sujet et je la remercie pour l'excellent état d'esprit d'ouverture, de discussion, de réflexion parce que c'est un sujet à la fois complexe, assez technique sur le plan juridique, mais en même temps avec des conséquences très concrètes à la fois pour les entreprises et pour les consommateurs. Donc c'est un véritable défi qui nous est posé. Qui plus est, j'ai l'impression aussi qu'au travers de ce règlement, certains voudraient voir résolus des problèmes qui restent malheureusement des problèmes structurels du marché européen, à savoir sa fragmentation, comme Rosa l'a dit, qui relève de plein de domaines, les différentes législations fiscales, différences sur le droit des contrats, le droit des consommateurs, une fragmentation juridique encore réelle, juridique, fiscale, qui perdure. Et que ce règlement ne pourra pas résoudre. Il peut aplanir un certain nombre de difficultés, clarifier les conditions dans lesquelles on se trouve dans un cas de discrimination et pas simplement de différenciation. Néanmoins, les entreprises sont toujours confrontées à un marché fragmenté et donc on doit aussi prendre en considération cette réalité-là et ne pas attendre de ce règlement qu'il résolve tous les problèmes et des problèmes qui ne relèvent pas de lui. Alors, je comprends les intentions de la rapporteure en voulant clarifier un certain nombre de points, mais je dois dire que, à mon sens, dans un certain nombre de cas, on apporte peut-être plus. Je ne suis pas sûre que l'objectif qui est poursuivi et qui est légitime soit atteint, et je crains que dans un certain nombre d'amendements, on ait des difficultés, et je vais m'attacher à présenter ici lesquelles et pourquoi, mais je suis sûre que de toute façon ce sera la base d'une discussion pour laquelle nous pourrons trouver, je l'espère, un terrain d'entente. La première des choses, et c'est une préoccupation majeure, permanente et parfois exprimée avec virulence par les organisations représentatives des entreprises, c'est la question du droit applicable et parallèlement, corollairement, de la juridiction compétente. Vous le savez, c'est les règles qui s'appliquent pour définir à la fois quand on est dans une transaction, un échange transfrontalier, définir quel est le droit qui s'applique et quelle est la juridiction compétente, sont les règlements Rome 1 et Bruxelles 1 bis. Alors, je voudrais rappeler qui sont déjà en vigueur. C'est assez amusant de voir que, avec la discussion autour de ce règlement, il y a une soudaine préoccupation des entreprises qui ont peur de se trouver dans une situation d'insécurité juridique. Mais les transactions transfrontalières existent aujourd'hui déjà, le commerce transfrontalier existe aujourd'hui, et les dispositions de Rome 1 et Bruxelles 1 bis ont vocation à s'appliquer dès aujourd'hui sur ces transactions-là. Et le règlement, dans la proposition initiale de la Commission, ne change pas ça. Clarifie simplement le fait que la question du blocage géographique doit être traitée de manière indépendante des critères d'application, des critères qui sont pris en compte pour définir le droit applicable et la juridiction compétente. Donc l'idée dans la proposition initiale est de dire ne vous inquiétez pas, le fait que vous bloquiez ou pas géographiquement ne sera pas un critère pour décider quel est le droit applicable. Ce sont les règles normales de Rome 1 et Bruxelles 1 qui vont continuer à s'appliquer comme elles s'appliquent aujourd'hui. Donc on est plutôt sur une clarification dans la proposition initiale de la Commission. Et du coup, je ne pense pas que les amendements 10 et 76, qui voudraient clarifier ou rassurer sur le droit applicable, en fait, atteignent cet objectif-là. Pourquoi? Parce qu'en gros, si je le comprends bien, l'idée, voilà, je voudrais dire, Rome 1, Bruxelles 1, le principe de base, c'est la liberté contractuelle. C'est-à-dire que l'entreprise peut effectivement choisir le droit sous lequel elle se place. Simplement, on part dans ces règlements du principe aussi, et qui devrait nous tenir à cœur, c'est que le consommateur est la partie la plus faible dans un contrat déséquilibré et doit donc être protégé spécifiquement. On n'est pas dans une relation business to business, entreprise-entreprise, mais bien dans une relation déséquilibrée, d'où tout le corpus de protection des consommateurs qu'on s'attache à construire dans cette commission. Et donc, dans ce cas-là, certaines dispositions spécifiques à la protection des consommateurs doivent s'appliquer lorsque l'entreprise cible délibérément le marché dans lequel se trouve le consommateur. Et avec les amendements de la rapporteure, en fait, on abolit cette protection spécifique des consommateurs, ce qui, à mon sens, serait quand même un recul
majeur en termes de protection des consommateurs et à l'encontre de la philosophie qui anime nos débats sur ces questions depuis un certain temps. Et donc, si on applique les amendements de 10 et 76, on se trouve dans la situation suivante. Si le consommateur est dans un état qui est indiqué par le commerçant comme ciblé spécifiquement, à ce moment-là, il se trouve protégé par les dispositions protectrices des consommateurs et il est donc considéré comme un consommateur. Mais par contre, s'il est dans un État membre qui n'est pas ciblé pas mentionné par le professionnel comme étant ciblé, même si au regard de critères qui sont aujourd'hui clairement établis dans la jurisprudence et qui sont quand même maintenant bien connus, il aurait mérité d'être protégé comme consommateur, ça n'est pas le cas, et à ce moment-là, on le prive des dispositions protectrices qui s'appliquent à lui. Donc je pense qu'on est dans un cas de recul de la protection des consommateurs qui devrait quand même nous interpeller, mais je ne pense pas que ce soit l'objectif poursuivi, donc je suis sûr que dans des débats futurs, on pourra trouver le point d'équilibre pour à la fois rassurer les professionnels, mais qui ne seront pas dans une situation nouvelle, et assurer la protection des consommateurs. Le deuxième point qui me pose problème, c'est la question du champ d'application. En particulier, je suis totalement opposé à ce que on intègre dans le champ d'application des services fournis par voie électronique les services qui donnent accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur. Et donc voilà, les amendements 19, 34, 59 proposés par la rapporteure sont à mon sens problématiques de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce que les œuvres culturelles fonctionnent selon un modèle économique bien particulier. On est sur de la valeur qui est créée autour de la propriété intellectuelle, autour de systèmes de licence et d'octroi de droits qui sont très directement attachés à la territorialité, puisque en fait la valeur d'une œuvre culturelle se crée autour du fait qu'on octroie des droits d'exploitation. Parce qu'on est maintenant sur la question des œuvres culturelles, sur des choses qui sont sur des œuvres qui sont intangibles. Et c'est donc bien par ces accords de licence qu'on arrive à créer de la valeur et à ramener une partie de la valeur vers la partie de la chaîne qui est focalisée sur la création culturelle. C'est comme ça qu'on continue à alimenter et à ramener de l'investissement dans la création culturelle, avec des mécanismes qui fonctionnent souvent sur une base nationale pour soutenir la création, et que l'abolition de toute territorialité par l'interdiction du blocage géographique viendrait mettre en péril. Donc ce que je souhaite, c'est que on a une discussion spécifique sur le droit d'auteur, des textes juridiques spécifiques. Je pense qu'une législation horizontale qui viendrait abolir les mécanismes de soutien à la création, on doit éviter de rentrer dans ce risque-là, surtout sans aucune analyse d'impact de ce que serait l'inclusion de ces œuvres dans le champ d'application de ce règlement. Une troisième préoccupation sur les dispositions sur le droit de la concurrence et les accords en matière de vente passive. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'exemptions au droit de la concurrence qui sont autorisées pour permettre la distribution sélective, et on sait que pour un certain nombre de produits, c'est un besoin très fort de l'industrie que de pouvoir maîtriser une partie de la distribution. Et donc, je suis assez inquiète de voir supprimer les exemptions, encore une fois, limitées et clairement définies, s'agissant des restrictions de vente passive. Donc là-dessus aussi, Rosa, je pense qu'on aura matière à en discuter, mais je pense que l'état actuel des exemptions mériterait d'être préservé. C'est essentiellement les amendements 28 et 70. Avant-dernier point, la question du prix unique du livre. On a un certain nombre d'États membres, la France en fait partie, mais ça n'est pas le seul, et on a un nombre croissant d'États membres qui ont recours, qui souhaitent pour là aussi maintenir une production littéraire vivante, riche et de qualité, qui ont adopté une politique de prix unique du livre.
Et on doit s'assurer que ce règlement permet le respect des législations nationales en matière de prix unique du livre. On est toujours sur ces questions de soutien à la création et de s'assurer que la valeur, la valeur créée par les œuvres culturelles revient financer en partie la création. Et donc, en ce sens, l'amendement 63 et l'amendement 25 de la rapporteure me semblent menacer la possibilité pour les États membres qui le souhaitent de pratiquer le prix unique du livre. Dernier point, il a été dit que seuls 2% des sites web font de la redirection. Je pense que d'ailleurs ça n'est pas souhaitable. Quand on tape une URL spécifique qui ne correspond pas à son pays de localisation, c'est qu'on a bien l'intention de le faire. Donc la redirection en soi me semble poser problème, et demander le consentement du consommateur dans le cas où le commerçant souhaite opérer une redirection automatique me semble quand même souhaitable, parce que on est en plus, comme ça a été souligné, dans un nombre réduit de cas, donc la charge supplémentaire pour le consommateur n'intervient que dans un nombre réduit de cas, et dans le cas où l'entreprise a souhaité le rediriger, il me semble, voilà, les consommateurs ne sont pas stupides non plus. Quand ils rentrent une URL, c'est bien qu'ils ont l'intention d'aller sur le site en question. Si on veut les rediriger, au moins qu'on leur demande leur avis. Moi, j'étais assez en phase avec la proposition de la Commission sur ce sujet, donc je souhaiterais rester sur cette position-là. Mais encore une fois, je veux vraiment remercier la rapporteure pour la richesse et l'ouverture des échanges qui ont prévalu jusque-là et qui, je suis sûre, continueront à gouverner nos futurs échanges.